Deuxième vidéo sur l'approche produit, je vais focaliser sur ce qui s'appelle la partie Product Strategy. Donc on a vu avant dans la vidéo d'ensemble qu'il y a 4 grandes étapes, Product Strategy, Product Discovery, Product Delivery et Product Learning. Là je vais focaliser sur cette partie qui s'appelle la Product Strategy. Qui suis-je? Samuel, Technical Operation Manager chez Pixis. Donc de loin à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça, Product Structure, c'est beaucoup la gouvernance, les types d'objets, tout ce qui va avec. Et donc là on va zoomer sur la partie Product Strategy qui est comment je pars d'un ticket de bus, ticket de métro, ce qu'on veut, et ou une demande d'un prospect, et comment je fais pour dire ok, j'ai une ambition business, je sais où je veux aller. Donc la théorie, qu'est-ce qu'il y a derrière la théorie? Donc là, on parle de product strategy, c'est quoi une stratégie? Donc souvent, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a la mission ou la raison d'être, je veux aider les gens à se déplacer dans le monde, je veux faire blablabla. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez inspirationnel. Moi je dis souvent que ça sert au recrutement. Après dans la pratique, on est dans du produit. Bon, ça sert un peu, mais pas beaucoup. Et c'est surtout la mission de la société et pas nécessairement la mission du produit. Après, on va arriver à un ensemble qui est intéressant, qui est vision et stratégie, qui est un couple qui va toujours ensemble. Donc la vision, ça décrit un état dans lequel on veut être. Donc par exemple, là j'arrive à ma métaphore habituelle de l'arc-en-ciel. Et donc l'arc-en-ciel, c'est quoi? C'est quelque chose qui est plus loin et j'atteindrai jamais l'arc-en-ciel ou sinon je trouverai le coffre avec l'or au pied de l'arc-en-ciel. Mais en tout cas, la vision, c'est ça, c'est un arc-en-ciel, ça me donne une idée d'où j'ai envie d'aller. Et en général, pour moi, pour que ce soit très actionnable, une vision décrit quand même justement qu'est-ce qu'on peut constater si je te projette avec une baguette magique dans l'arc-en-ciel, qu'est-ce que tu vois, quels sont les comportements des gens. Pourquoi c'est important? Parce que si vous avez une vision qui est en l'élévateur pitch, ouais, ok, c'est bien. Je veux ça par rapport à ça et par rapport aux autres, je propose ça. Ok, bah ouais, quand vous allez prendre des décisions produits, savoir si on prend cette opportunité ou pas, bah, ça manque un peu de finesse. Hein. Donc c'est bien de décrire en disant, ok, à terme, le produit il va être en Espagne, à Java, et il va servir tel type de clients qui l'utiliseront comme ça, et ça nous aide à nous projeter. Après, il y a la stratégie qui va avec. La stratégie, c'est quoi? Bah, ça va nous donner les options pour nous rapprocher de l'arc-en-ciel. Donc en gros, voilà, j'ai 3 chemins devant moi. Si tout le monde prend un chemin différent, à l'arrivée de manière globale, c'est une question d'optimum global hein, finalement la stratégie, ça va pas être très efficace. Et donc la stratégie, ça va me dire ok, le chemin de droite vous l'oubliez, personne n'y va, on va aller majoritairement sur le chemin du milieu, et il y en a 2 ou 3 qui peuvent tenter le chemin sur le côté. Donc en gros la stratégie, par rapport à la vision qui est de me dire ok, à terme je m'attends à ce que l'utilisateur se comporte comme ça nous dit comment on pense y arriver. Voilà, ça donne un chemin. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que des fois on voit des stratégies et des visions où c'est rapporter plus d'argent. Donc c'est les célèbres plus de revenus, moins de coûts et des clients plus satisfaits. Ça c'est une vision, bof, parce qu'en fait je ne sais pas comment on y va. J'ai aucune option qui me dit ok, comment vous comptez améliorer les revenus de tel type de clients. Donc là la stratégie ça doit quand même un peu éclairer ça. Et c'est ça qu'on va chercher derrière le couple vision et stratégie. Et ensuite, on peut définir des objectifs, des projets, des initiatives, blablabla. Donc, à quoi ça sert la stratégie? Ça sert à essayer d'éviter ce que moi j'appelle l'effet feu d'artifice, où chacun va dans son sens. C'est hyper joli, mais c'est complètement inefficace. Mais par contre, c'est très très beau. Donc voilà, la stratégie, ça sert à donner du focus d'ensemble et qu'on aille ensemble au même endroit. Et normalement, si on met plus de ressources au même endroit, et l'impact il va être meilleur. Donc après, les trucs qu'il va falloir faire attention, c'est que on va parler de change et de run, donc l'invitation au changement. Donc on va retrouver derrière la stratégie un changement par rapport à aujourd'hui. Je suis là, j'ai envie d'aller à l'arc-en-ciel, il y a un changement. S'il n'y a pas de changement, c'est du run. Je ne dis pas que c'est pas important, mais là on va suivre d'autres indicateurs et souvent on va suivre les mêmes tous les mois. Ça va nous permettre de savoir quelle est la bonne santé du produit. Et tout ce qu'on va retrouver derrière la stratégie, c'est un changement par rapport à aujourd'hui et on va suivre des indicateurs de changement. On peut utiliser les OKR comme objectif qui résulte. C'est quoi le gros intérêt? C'est que là, on va être focalisé sur en quoi ça délivre de la valeur, quel est l'effet attendu. L'objectif, ça va être raconter la bonne histoire en français. Le qui résulte, c'est très data-driven, métrique. On va savoir ce qui veut changer. Et surtout, ça n'est pas délivrable, c'est vraiment l'impact. Je m'attends à ce qu'il y ait tel usage et que les gens l'utilisent à temps, alors qu'aujourd'hui, je suis à temps. Des fois aussi, c'est ça qui est compliqué. Hein. Il y a des gens qui disent « Ok, le qui résulte, c'est ça, je connais la cible, je sais pas d'où je pars. » Et là, des fois, je suis là, mais il y a un changement par rapport à aujourd'hui ou pas? Quand on me dit « Il faut que la production soit plus stable. » Ok, on part d'où? Il y a combien d'incidents aujourd'hui? Et tu veux aller d'où à où? Et c'est ça qui est intéressant dans les OKR, c'est que ça donne vraiment le résultat et ça focalise tout le monde sur l'effet attendu, la valeur délivrée, et pas sur les livrables à faire. Les livrables étant, dans le vocabulaire OKR, sur la partie initiative.
On se focalise donc sur, et c'est là où outcome, output, des fois en anglais on confond un peu les deux, et en français il ne faut pas confondre en tout cas. Les outputs c'est les livrables et les outcomes c'est les résultats. Donc on va être focalisé sur les résultats. Finalement, dans cette méthodologie approche produit, ça importe quand même un peu comment on va le faire, mais pas tant que ça. Ce qui va importer, c'est qu'à la fin, on a les résultats qu'on voulait. Donc ça se trouve, je vais essayer d'avoir le résultat de telle façon. Je vais avoir une ouverture en Allemagne et je m'attends à avoir tant de commandes par jour. Ok, pour y arriver, aujourd'hui, j'ai peut-être tel livrable, mais ça se trouve, je vais changer en cours de route. Et le fait de me donner le résultat attendu, ça va me permettre d'avoir, moi, de l'autonomie. Et quand je vais aller dans les étapes après, ça se trouve, sur le comment je vais le faire, quel est le produit qu'il faut faire, je vais avoir de l'autonomie et je vais pouvoir bouger. Ensuite, ce qui est important, intéressant, c'est qu'il faut voir la notion de leading et lagging. Donc lagging, c'est la météo de la veille. En gros, vous me dites, hier, il a neigé à Bordeaux. Et là, je suis super content. Et pourquoi je suis super content ? Parce qu'en fait, ouais, ok, mais je ne sais pas ce que je fais de cette information-là. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir le lagging qui est vraiment le résultat final attendu. Du style, je m'attends à ce qu'il y ait tant de commandes par jour en Allemagne. Et si pour arriver à ça, il faut que j'attende 6 mois, c'est long en fait. Et donc là, le leading, c'est celui qui va m'aider à savoir si je suis en train de bien me rapprocher de ma cible finale. Donc souvent, les lagging, c'est la cible finale, mais ça met du temps à bouger. Et le leading, c'est l'indicateur qui me permet de comprendre si je suis en train d'aller dans la bonne direction et s'il faut que je me réoriente ou pas. Et là, ce qui va être aussi intéressant, c'est de voir si on a bien une corrélation entre le leading et le lagging. Si je pars du principe que si j'ai tant de commandes en plus par jour, ma marge elle va être de temps, c'est quand même bien si à la fin je le valide et je le vérifie. Moi, je pousse très fortement les leading parce que c'est ceux qui nous aident à décider, à savoir si on continue à aller dans une direction. Mais il ne faut pas perdre de vue le lagging qui est à la fin ce qu'on veut. Dans la pratique, ça ressemble à quoi ? Chez nous, ça ressemble à ça, où on a décidé de le faire avec 4 lignes sur les 4 grandes étapes. Donc, on va aller voir la viabilité. En gros, la solution est-elle viable économiquement pour nous ? Donc ça, c'est l'exemple du prospect qui nous demande quelque chose et nous, il faut voir si ça a de l'intérêt pour nous parce qu'on essaie de faire une plateforme, un produit qui est réutilisable par tous les clients et pas juste pour un seul. Donc ça, c'est la notion d'économie qu'il ne faut quand même pas perdre de vue. On a souvent dit dans le produit, c'est le culte de l'utilisateur. Oui, mais si je fais des trucs hyper bien pour mes utilisateurs, mais que ce n'est pas rentable pour moi, à la fin, ça ne marchera pas quand même. Donc la désirabilité, c'est est-ce que je suis en train de répondre à la bonne problématique avec la bonne solution, qui est une autre question. Après, l'utilisabilité, ils ont bien une problématique, mais en fait, l'appli est tellement pourrie que je n'arrive pas à m'en servir. Donc là, je rentre dans la partie utilisabilité. Et faisabilité, c'est finalement est-ce que je sais le faire. Et c'est ça, à chaque fois, qu'en fonction des étapes, on va quand même à chaque fois clarifier et voir si on peut répondre à toutes ces questions. Donc sur la partie viabilité, la solution est-elle viable économiquement pour nous ? À cette étape-là de la stratégie, on peut faire ce qui s'appelle des battle cards. En gros, on est en train de dire par rapport à la concurrence, comment je me positionne. Et c'est là où on peut parler de théorie de l'océan bleu. Ce qu'on va essayer de faire, c'est quand même d'aller à un endroit où le marché n'est pas saturé, là où on a un avantage concurrentiel, là où on pense qu'on peut y aller. Donc tout ça, ça va nous aider à savoir à quel endroit on veut aller et comment on veut le faire. Donc on va se positionner par rapport à nos forces, nos faiblesses. On pourrait aussi parler du SWOT, qui est les forces, faiblesses, opportunités et menaces. On décide à quel endroit on va se placer. Et donc ça, c'est intéressant. Quand il y a une nouvelle opportunité, on se dit « Ah, où est-ce qu'on en est par rapport à ça ?» Après, comment on décide ? C'est là où on va essayer de résoudre une nouvelle problématique. On va essayer d'être différenciant. C'est-à-dire que par rapport à la concurrence, on va faire quelque chose que les gens ne faisaient pas. Ou est-ce qu'on est finalement en train de vouloir neutraliser un avantage concurrentiel ? Mon concurrent a fait quelque chose et je perds des clients à cause de ça. Et paf, je vais faire la même solution que lui pour le neutraliser. À faire gaffe à la fin parce que toutes les applis peuvent se ressembler. Et donc là, réfléchissez bien à ce que vous faites. Mais en général, ce qui se passe, si vous êtes sur une nouvelle opportunité et tout, au début, vous allez faire quelque chose qui va être différenciant, mais pas encore critique, parce qu'il y a peu de clients qui vont l'utiliser. Vous allez avoir après beaucoup plus de clients, vous allez passer en haut à gauche, donc ça devient critique et différenciant. Vous allez vous faire copier un jour ou l'autre, et vous allez passer en haut à droite, et à la fin, plus personne ne sera prêt à payer pour cette fonctionnalité, parce qu'on considérera que par défaut, on doit l'avoir. Donc c'est comme ça que ça se lit, et c'est là où c'est intéressant de savoir où on est, parce que globalement, si je fais du produit sur neutraliser un avantage concurrentiel, je vais faire un peu de recherche utilisateur, mais un peu, parce que je suis pas sur quelque chose qui est hyper critique pour moi, et c'est là où je veux choisir où je mets le gaz. Donc comment on fait ça après ? On détermine donc une ambition qui est un success métrique, donc sur chaque thème chez nous, gros caillou, ce que vous voulez, on va définir à l'avance comment on saura que c'est un succès. Si on fait pas ça, une fois qu'on est en prod, on se dit c'est un succès ou pas, je vais choisir l'indicateur qui me va bien. Là, je détermine à l'avance comment je saurai que c'est un succès.
Je vais essayer aussi de dire, ok, si j'augmente mes commandes mais que je diminue ma marge, à un moment ça va m'embêter, et ça va être le damage control. Et la time box, on va se dire, ok, à quelle échéance je veux ça. Donc ça, à chaque fois, c'est vraiment les conditions requises pour nous, pour être capable de dire, je veux partir en discovery, parce que mon ambition, elle est claire, d'un point de vue viabilité. Désirabilité, donc là, on arrive sur la bonne solution face à la bonne problématique. Donc là, on va essayer de sortir du brouillard. Donc il s'agit de faire le tri dans les différentes possibilités pour passer de l'inspiration à l'ambition. Donc là, c'est là où justement on abandonne beaucoup d'idées. Et en fonction de l'incertitude qu'on a, on va voir ce qu'on va faire. Et finalement, si on a une incertitude très forte, c'est là où on peut faire une painted doors. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est je vais prendre un mur, je vais peindre une porte et je vais voir si les gens ils essaient d'ouvrir la porte. Donc là, c'est là où je mets un bouton où si les gens cliquent dessus, il ne se passe rien. Donc moi, je sais que les gens ils cliquent dessus. Donc en fonction de l'incertitude qu'on a, c'est là où on va passer plus ou moins de temps et on va faire plus ou moins de recherche exploratoire. Sur la partie utilisabilité, à cette étape-là, finalement, il n'y a pas tant de choses que ça, parce que là, on est plutôt en train de clarifier la partie viabilité, la partie désirabilité. Mais on peut quand même aller voir ce que font les autres. Donc les usual suspects, c'est je vais voir mes concurrents habituels pour voir ce qu'ils ont fait. Après, décomposer des bouts de solutions, je peux aller voir sur d'autres applis qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas des concurrents, comment ils gèrent les adresses, comment ils gèrent les devises, comment ils gèrent blablabla. Donc là, c'est parce que j'ai décomposé ma grande solution macro que j'ai un peu en tête à ce moment-là. Eh bien, globalement, je vais avoir des idées qui vont me venir d'ailleurs. Donc ça, c'est l'inspiration qui me servira plus tard et j'ai un peu commencé à regarder ce qui se passait à côté. Comme les conventions technologiques, si les gens ont des iPhones, en général, il y a une façon de naviguer. Si vous venez complètement en opposition à ça, vous pouvez le faire, mais sachez-le en tout cas. Donc après, l'innovation de rupture existe-t-elle ? C'est là où à un moment il faut se détendre. La plupart du temps, on fait de l'innovation incrémentale, on ajoute au fur et à mesure. Et dire qu'il y a quelque chose qui arrive qui sort de nulle part, ok, ça peut arriver, mais c'est pas toujours ça quand même. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va aller piocher une idée. Ok, je suis dans l'e-commerce, je vais aller piocher dans l'automobile, des choses comme ça. Et c'est avec le croisement qu'on arrive à faire des choses. Et c'est en testant quelque chose, on ajoute. Et au fur et à mesure, on arrive avec quelque chose qui cartonne. Et on peut commencer aussi à se poser la question à ce moment-là. Donc solution jetable, solution tactique, solution maison, à quoi ça sert ? En fait, ça sert à faire que, ok, par rapport à ça, j'ai de l'incertitude assez forte. Ça se trouve, je peux réutiliser quelque chose qui existe déjà, je force un peu, je rentre au chausse-pied. Et globalement, en forçant un peu, ça va rentrer. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que je vais pouvoir valider des hypothèses assez fortes. Si mon incertitude est assez forte, franchement, ça se tente. Avant de développer un gros truc, on va être sûr qu'il y ait l'appétence côté client. La solution tactique, c'est si vous avez pensé votre produit réutilisable, ça se trouve, vous l'avez fait bien paramétrable. Et donc là, vous pouvez facilement prendre quelque chose de nouveau. Attention à l'excès de générosité, parce qu'à la fin, des fois, ça coûte beaucoup plus cher. Et si vraiment vous êtes sûr de vous, donc là, en général, c'est pour les choses très différenciantes, on va faire la solution aux petits oignons avec plein de développement maison. Donc là, après, l'autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est bien de savoir pourquoi les clients sont prêts à payer des choses nouveaux. Après, il y a aussi des fois, et ça c'est le modèle Cano, il y a des choses où pour eux c'est normal. Donc c'est normal quand on prend l'avion de récupérer son bagage à la fin, c'est normal d'arriver à temps, c'est normal de partir à temps, c'est normal que la température de la cabine soit chauffée. Et là, quand on pose des questions, quand on fait des tests utilisateurs, la question c'est pas tout à fait la même. C'est pas quelque chose comme ok, qu'est-ce que vous aimeriez avoir, c'est qu'est-ce que si vous n'avez pas, vous n'êtes pas content. Donc ça, il faut aussi le prendre en compte. Donc c'est ce qui s'appelle les fonctionnalités d'hygiène. Je m'attends à ce que les toilettes soient propres quand je rentre dedans. Et donc ça, on peut aussi commencer à regarder. N'oubliez pas ça, sinon des fois vous loupez des choses. Et après, comment est-ce qu'on est capable de dire si on sait construire la solution ? À cette étape-là, il y a un peu, mais pas tant que ça. C'est là où on peut faire des essais, des POC, des spikes, et on se pose la question du make or buy. Dans la partie stratégie, c'est surtout cette question-là qui est importante, là, le make or buy. Après, descendre sur ok, est-ce que c'est une file Kafka et tout, c'est beaucoup trop tôt. On n'en est pas encore là. Côté technique, on a peut-être des essais à faire sur des gros sujets, mais en général, on ne fait pas tant de choses que ça à cette étape. Et c'est tout pour la partie Product Stratégie. Prochaine vidéo, la partie Product Discovery.